Alors, bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés. Alors, il y en a qui se sont inscrits et inscrites, et puis c'était plein. Et puis, c'est vous, les vaillants, qui ont dit on va vraiment y aller au bout, vaincre notre phobie de la pandémie, parce que c'est le premier événement qu'on peut avoir, un médecin du monde, en tout cas, pour en si grand groupe. Alors, merci d'être là. On est très heureux aussi d'avoir les panélistes ce soir. On est dans la semaine de la santé mentale. Alors, vraiment, pour nous, c'est important de souligner la chose. Je parle comme si j'étais encore président de Médecins du Monde Canada. Donc, j'ai quitté il y a 2 ans, mais je reste intimement lié avec, évidemment, mon organisation. C'est ma famille. J'ai amené aussi d'autres éléments de ma famille ce soir avec le CHUM. Alors, commençons sans plus tarder pour ce panel qui sera certainement très intéressant. Santé mentale et personnes marginalisées, au-delà de l'accès, comment les rejoindre pour vrai? Alors, permettez-moi, avant d'ouvrir l'événement, de un peu disséquer le titre. Le bistouri du psy, c'est la langue, c'est la parole. Alors, d'abord, santé mentale et personnes marginalisées. La santé mentale est assez bien définie en termes de bien-être, réalisation de soi au sein d'une communauté. Mais le problème de santé mentale, lui, pourrait comporter différentes définitions selon la perspective. Et on va en entendre certainement au départ pour s'entendre un peu sur quel est le problème de santé mentale, parce qu'il y a des perspectives. Et quand on parle de personnes marginalisées, cette marginalité est souvent définie en fonction d'une norme, bien sûr, qui est déterminée par une majorité. Mais une norme, c'est dynamique, ça change. Et c'est influencé, bien sûr, par nos croyances, nos valeurs, les différentes perspectives, qu'elles soient culturelles, sociologiques, économiques même, et politiques, malheureusement. Et puis la marginalité, donc, dans son essence propre, est assurément relationnelle. Donc, je vais inviter dans un instant les panélistes à partager leurs perspectives sur cette marginalité. Et finalement, au-delà de l'accès, comment les rejoindre pour vrai? Alors, la conférence de ce soir, peut-être le titre est un peu pompeux, mais n'aura pas la prétention de donner le plan du pont pour traverser facilement d'un territoire à l'autre, ni la solution pour démarginaliser un espace. L'accès aux services de santé mentale, il faut le reconnaître, c'est une obsession dans tous les plans de santé mentale, que ce soit au Québec, comme récemment déposé, mais aussi partout ailleurs dans le monde. Il y a des services insuffisants, inadaptés. Il y a des barrières structurelles ou culturelles dans nos systèmes de soins, mais il y a aussi des barrières qui sont érigées à l'intérieur des personnes à cause d'un trouble mental grave, à cause de l'expérience de la violence passée, récente, à cause de la violence de la stigmatisation. Nous allons en jaser. Et les panélistes vont aussi partager avec vous leur vision de leur expérience sur les approches novatrices ou prometteuses qui recentrent le pouvoir dans la marge, là où se trouvent les personnes avec des besoins et avec des droits. Peut-être vous êtes comme moi, quand on lit un livre, hein, on est captivé par le texte ou même un document parfois. Et il y a évidemment, qui ceinture notre lecture, il y a des marges. Et parfois, on se prête un peu à avoir des errances réflexives, à réfléchir à autre chose. C'est le texte qui nous a amenés là. Et puis parfois, on va griffonner même dans la marge. On va être allé à côté. Comme intervenant, comme chercheur ou comme soignant, on construit aussi notre modèle. Il y a quelque chose qui l'habite, il se transforme, mais ce modèle-là nous permet de nous relier au monde. Alors ce soir, vous serez invités à vous promener aussi dans vos propres marges. Alors, nous allons aujourd'hui, je vais vous présenter nos présentateurs. D'abord, en toute proximité de moi, de ma famille de Médecins du Monde, Dr. Mylène Demarbre, qui est psychologue, coordonnatrice du programme de santé mentale à Médecins du Monde, qui a pris le relais de Pierre, qui est là avec nous ce soir. Elle a fait son doctorat en psychologie à l'UQAM, qui a porté sur la désaffiliation et à partir de l'expérience subjective, psychique et du point de vue des personnes marginalisées.
Elle est depuis 2014 avec nous et elle pratique à travers Médecins du Monde de la psychothérapie, et donc pas du soutien, mais vraiment de la psychothérapie auprès des personnes en situation d'itinérance, de marginalité et d'exclusion sociale. Et va s'intéresser, et elle s'intéresse toujours, à des pratiques spécialisées et adaptées aux réalités de ces personnes marginalisées. Caroline Leblanc, candidate au doctorat en santé communautaire à la Faculté de médecine et sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Elle est titulaire d'une maîtrise en service social et elle mène actuellement une recherche sur le terrain, une étude ethnographique, pour comprendre la réalité des personnes qui habitent dans la rue sans avoir recours au refuge, avec un intérêt sur les facteurs de résilience, sur leurs forces. Elle est aussi impliquée sur un projet sur les campements avec d'autres chercheurs à travers le Canada. Et Caroline Leblanc, je pourrais dire, a une connaissance très intime de la rue et est très engagée dans la défense des droits et des personnes en situation d'exclusion. Je les nomme avec leur prénom, hein, avec un peu de façon en frondeur, on ne connaît pas, mais je pense que c'est l'esprit de la, sans être familier du tout, de la proximité, je pense, qui nous anime. Alors, n'y voyez pas un manque de respect aucunement. Amal Abdelbaki, elle est psychiatre. Elle est chef service santé mentale jeunesse du CHUM et elle est professeure titulaire aux cliniques, au département de clinique, au département de psychiatrie et d'addictologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Nous avons commencé ensemble en 2002. Alors, ça fait 20 ans, ça ne nous rajeunit pas, au CHUM. Et elle est toujours une psychiatre clinicienne, mais elle est aussi une chercheuse qui a un programme extrêmement ambitieux. Simplement pour vous dire, en lien avec le thème d'aujourd'hui, elle était chercheuse principale du site Access Ripage, l'acronyme pour dire Réseau d'intervention de proximité pour les jeunes de la rue, qui vise à améliorer l'accès et la qualité des soins de santé mentale pour les jeunes. Elle dirige aussi actuellement un autre projet pilote extrêmement innovateur sur l'implantation d'un système apprenant rapide en intervention précoce de la psychose au Québec, qui est financé par les fonds de recherche du Québec. Et en 2014, elle a fondé l'équipe SOL, qui a d'ailleurs remporté une mention d'honneur du ministère de la Santé pour l'amélioration de l'accès aux soins de santé mentale pour les jeunes itinérants souffrant de toxicomanie. Et d'ailleurs, son équipe est partenaire depuis le départ avec la clinique mobile de Médecins du Monde. Marcello Otero, professeur titulaire au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal et chercheur au CREMIS, qui est le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. Ces projets de recherche portent sur les nouveaux problèmes sociaux et de santé mentale, ainsi que les formes de l'individualité contemporaine. Il a fait plusieurs ouvrages, un récent sur Foucault. Je vous nomme quelques titres qui vont certainement évoquer un peu son grand intérêt. Qu'est-ce qu'un problème de social aujourd'hui? Repenser la non-conformité, les fous dans la cité, sociologie de la santé mentale. Alors, superbe panel. Et puisqu'on parle de la marge, vous avez 3 cliniciennes. Et peut-être un sociologue pourrait être un peu dans la marge par rapport à les pratiques cliniques. Alors, je commencerai avec vous, Marcello, un peu de nous raconter un peu, et ce sera le cas pour les autres panélistes, comment on peut définir la marginalité, comment est-ce qu'on peut déterminer ou définir un problème de santé mentale. D'accord, merci Nicolas, merci Médecins du Monde. C'est un honneur d'être ici. Et c'est un honneur d'être avec vous trois aussi. Le plaisir est tout pour moi. Et j'adore ça quand on peut discuter avec des personnes de disciplines différentes. C'est la seule manière d'apprendre. Sinon, on s'écoute soi-même et c'est très plate en général. Et demander à un sociologue qu'est-ce que la marginalité, c'est comme demander qu'est-ce que c'est l'être pour Platon. C'est une question immense. Et le premier livre de sociologie en français, que peut-être vous avez entendu parler, s'appelle Le suicide. Donc, la santé mentale, au sens large, intéressait toujours les sociologues. C'est un problème qui est central. Pourquoi? Parce que malheureusement, il n'y a pas dans les sociétés, peu importe laquelle, néolibérales, fordistes, traditionnelles, il n'y a pas de place pour tout le monde. Quand je vous dis de place, il n'y a pas de place confortable. La sociologie constate que chaque société met de côté des gens. Et chaque société
pour fonctionner, doit instituer des normes. Dès que vous instituez une norme, vous laissez quelqu'un à géométrie variable dehors. Et c'est un peu la logique même du fonctionnement social. Il n'y a pas de société sans suicide, sans itinérance, sans violence, sans toxicomanie. Ça n'existe pas. L'enjeu se trouve au niveau de qu'est-ce qu'on fait avec ces problèmes-là, comment on les traite, avec quel degré d'humanité et comment on réduit un peu les prévalences à des niveaux qui soient acceptables, qui ne soient pas une société de type anomique. Donc, on est tous dans les mêmes bateaux. Et dans les sociétés contemporaines, ce qui est très intéressant d'une certaine manière, qu'on a les problèmes de nos défauts, c'est-à-dire il y a une multiplicité de normes, ce qui provoque une anxiété, une angoisse énorme qui s'ajoute au problème des statuts sociaux, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire, avec qui je veux me marier, combien d'enfants je vais avoir, comment je veux m'habiller, quelles sont les normes de performance, d'esthétique, d'échange, de courtoisie, d'hygiène. Tout ça, c'est un débat constant. Donc, ça ajoute à la problématique de la marginalité. Et grosso modo, parce que sans trop m'étendre, il y a des marginalités qu'on appelle des phénomènes non conformes, non problématiques, avec lesquels on a un degré de sympathie, ça suscite l'étonnement, mais ce qui ne pose pas forcément de problème. On vit avec, par exemple, les sous-représentations statistiques. Quelqu'un qui est roux, ça ne pose pas un problème, mais c'est quand même, on est dans la marge. Quelqu'un qui est gaucher, ça ne pose pas de problème, mais il y a 30, 40 ans, ça posait un problème. Il fallait les rééduquer. Donc, la normativité est vivante. Ce qui est problématique aujourd'hui ne sera pas demain. Il y a des comportements qui avant étaient problématiques, qui avant ne l'étaient pas et aujourd'hui ils le sont. Pensez à la question de la souffrance. Les seuils de souffrance varient dans les temps. Ils se posent sous des régions qu'on pensait qu'ils ne pouvaient jamais se poser. Pensez à la souffrance d'un policier, de l'armée, c'est d'un pompier. C'est inédit. Ces gens-là ne souffraient pas. Un col bleu ne souffrait pas. Aujourd'hui, ça souffre. Et donc, la normativité, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui forcément laisse des gens dehors. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus la non-conformité problématique. La question qu'il faut se poser, ça pose problème à qui? Quel type de problème et pourquoi on utilise ces mots-là. Et il faut les poser à chaque fois. Un itinérant, ça pose problème à qui, comment, un toxicomane, une prostituée, à qui ça pose problème. Et ça, c'est un débat qu'il faut se donner tout le temps. Et quand on parle des problèmes, des phénomènes non conformes, problématique, en général, il y a deux dispositifs qui se mettent en branle. Des dispositifs de type violent, c'est-à-dire la contrainte et la violence se conjuguent pour agir, plus que dans d'autres types de problèmes. Tous les statistiques sont là pour le confirmer. Si vous êtes racisé et pauvre, c'est encore pire, c'est-à-dire la réaction des dispositifs sociaux, et ça va de la médecine à la police, est plus forte, plus contraignante et moins respectueuse. Ou de l'autre côté, on abandonne. C'est-à-dire on exclut, on méprise. Et si vous avez vu il y a quelques jours les policiers de l'SPVM qui a tassé de manière violente un itinérant racisé contre un bloc de ciment, là vous avez justement une définition de que c'est un phénomène non conforme problématique. Vous avez des dispositifs violents qui se conjuguent avec les mépris et qui vous donnent carte blanche pour faire ce que vous voulez. Donc, c'est ça, l'exclusion, c'est celle-là, la matérialise de manière forte, mépris, exclusion, violence. C'est que change en fonction des groupes, des catégories, des statuts sociaux. On pourrait vous laisser passer, je pense, 1 heure à vous écouter. Caroline Leblanc, votre marginalité, problème de santé aussi mental, c'est quoi votre définition? En fait, Marcelo a quand même bien ouvert la porte. Là. Justement, moi, je parle davantage… Il n'y a pas de porte dans la rue. Non. En fait, il y en a, mais ils les construisent, les portes, mais ils sont instables. En fait, moi, je préfère davantage parler de personnes en situation d'exclusion plutôt que de marginalité, parce que je trouve que quand on parle en termes de marginalité, on responsabilise davantage la personne pour la situation. Donc, tandis que si on parle en termes d'exclusion, on va poser un regard davantage sur les structures et les oppressions qu'elles vont vivre. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'inverser à un moment donné
notre regard pour vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour eux, puis comment eux, ils naviguent à travers toutes ces oppressions-là. Donc, pour moi, le terme de marginalité, je sais que c'est une notion qui est très, très utilisée. Par contre, je me suis positionnée pour davantage utiliser personnes en situation d'exclusion pour inverser nos regards. Donc, pour moi, ça fait toute une différence. Les mots sont lourds de sens. Ils peuvent avoir des impacts sur les personnes qui les portent, ces mots-là. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'aller vers les structures et toute la notion d'oppression. Voilà. Très bien. Souvent, en exclusion, marginalité, c'est amalgamé. Hein? On parle un peu des mêmes personnes, alors que c'est finalement le regard qu'on porte sur eux et le vocabulaire peut complètement transformer un peu la chose. Exactement. Mylène? Bien, premièrement, ça me fait plaisir de vous voir. En fait, j'ai envie d'ouvrir avec ça. C'est d'une richesse incroyable. En fait, la balle est vraiment lancée. Il y a des redites. Je vais couper certaines parties pour ne pas jongler là-dedans. Fait qu'on parle de marginalité, puis on parle de santé mentale. Je suis revenue, en fait, à l'étymologie ou la petite base de la marginalité. Puis il y a comme quelque chose de spatial, en fait. Ça veut dire être sur le bord, ça veut dire être à l'extrême, donc en marge d'un truc. Fait que là, je me disais, est-ce qu'on est à la lisière, en fait, de l'exclusion? T'sais? Pas encore en dehors de la feuille, mais juste au bord. Ça pose la question, en fait, de qui trace la ligne. T'sais? Bien entendu, c'est une question de contexte puis en évolution, mais qui trace la ligne, puis on est dans un spectre. Donc, à partir de quand je la dépasse, si on veut, cette ligne-là? Est-ce que je suis juste sur le bord, un peu juste dessus? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de relationnel, en fait, un peu là-dedans, parce que finalement, la marge est nécessairement toujours en rapport avec le centre. Elle ne se définit qu'en relation avec un centre X. Donc, tout se change, mais par défaut, l'un ne va pas sans l'autre. Fait qu'à quelque part, c'est jamais le seul fait du sujet qui la vit. Peut-être que je te rejoins un peu là-dedans, dans les enjeux vraiment structurels. Puis après, si on est un être humain, ben, tu sais, ma vie est faite de plein de sphères. Fait que peut-être que j'ai certaines zones plus marginales, puis peut-être que j'ai certaines zones qui sont plus proches des lieux communs. Fait qu'à partir de quand je me vis comme un être marginal, est-ce qu'il y a comme un continuum, mais donc un peu une quantité de marginalité qu'à un moment donné, on accumule, puis que là, on se sent vraiment exclu? Mais est-ce qu'il n'y a pas tout un champ? Mais ça fait écho beaucoup à l'intersectionnalité, en fait. Tout un champ d'expérience que certaines vont peut-être être plus potentielles à l'exclusion, puis d'autres non. T'sais. Moi, je pense que ce qui est vraiment important aussi, c'est l'expérience de la personne. Fait que, il y a une question de réalité objective. Hein? Je n'ai ou je n'ai pas de maison. Toutes les choses justement qu'on peut calculer. Mais c'est quoi mon expérience subjective de cette marge-là? Comment qu'elle est vécue, cette marge-là, puis jusqu'à quel point elle est vécue comme subie ou comme revendiquée? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, en tout cas, argueraient qu'elles la choisissent ou la récupéreraient à leur compte. Probablement que l'expérience humaine est assez complexe, que c'est toujours un peu des deux dans tous les cas. Donc, il y a de soi et il y a des structures. Puis ça me faisait penser aussi à, c'est ça, en situation de marginalité, marginaliser, la marginalisation. Fait que ça, c'est comme un verbe d'action. Fait que je me disais, qui marginalise qui, puis qui est marginalisé par qui et quand? En fait, tout ça est une question de contexte. C'est sûr qu'on peut penser à l'exclusion sociale générale, ça, c'est assez évident. Mais après, chacun d'entre nous, on pourrait être marginal dans certains lieux. Donc, je pense à tous les collègues qui pratiquent dans des milieux de consommation ou probablement que c'est toi qui est marginal quand tu arrives dans l'univers. Fait que, voilà, il y a tout ça. Puis, je ne sais pas si peut-être on parlera de santé mentale en deuxième temps. On peut continuer. Tu peux Mais c'est intéressant l'idée de la marge en définie par qui. On peut se retrouver dans la marge à notre insu ou on peut être la même personne puis se retrouver dans une marge ou pas être dans une marge. Certainement pas avec la clinique. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche-tu, oui? Oui. Bon. Je me suis demandé
de quel angle j'allais parler aujourd'hui. Puis j'ai décidé de parler en tant que psychiatre, pas juste en tant que moi comme personne, ce que je pensais, mais un peu le vécu que j'ai comme psychiatre qui reçoit des personnes qui sont en situation souvent d'exclusion. J'aime ce terme-là. Là. J'aime aussi l'idée de en marge, mais dans le sens en marge de quoi ou à côté de quoi. J'ai l'impression que moi, je vois des jeunes qui ont habituellement entre 18 et 30, 35 ans, des jeunes qui sont mis de côté ou qui se mettent eux-mêmes de côté avant qu'on les mette de côté. C'est un peu ça que j'ai plusieurs collègues ici que je vois qu'on partage des clientèles, je dirais. Là, c'est des jeunes qui sont souvent différents, qui se sentent souvent pas écoutés ou acceptés pour différentes raisons. Souvent, ils représentent ce qui fait peur à tout le monde, ce qui est étranger à soi ou ce qu'on ne voudrait pas voir de nous-mêmes, ou ce qu'on a peur de devenir. Tellement même que je dirais, quand on a, nous, des jeunes qui ont de la psychose, mais qui ne sont pas en situation d'itinérance, ni même proches de l'être, souvent leur peur ultime, c'est ils font vraiment une association entre avoir une maladie mentale et devenir itinérant. Souvent, c'est inconscient. Là, c'est à force de travailler en psychothérapie qu'on finit par arriver à cette conclusion-là. Puis pourquoi ils pensent ça? Bien, je pense que c'est un peu probablement ce qu'on a le plus peur, c'est de perdre la tête. Là. C'est de perdre la raison, de perdre le contrôle un peu. Ce que je vois aussi, c'est des gens qui sont exclus au point où ils en deviennent fous. J'utilise ce terme-là là, dans le sens littéraire, peut-être de la chose, mais des gens qui se retrouvent dans la maison des fous d'Astérix. Donc, on cherche, j'avais une jeune dame dernièrement qui avait perdu ses papiers parce qu'on lui avait volé, parce qu'elle commençait à aller moins bien au niveau de sa santé mentale, puis elle ne se méfiait plus des gens qu'il fallait se méfier. Puis elle avait tellement tout perdu que là, elle a perdu son identité, mais là, c'est devenu, bon, psychotique là, d'un point de vue psychiatrique, mais c'était très, très réel. Puis ça a pris comme 1 an avant qu'elle réussisse finalement à se retrouver tellement exclue qu'elle s'est retrouvée en psychiatrie parce qu'elle n'arrivait pas à retrouver son identité, parce qu'il y avait la COVID qui faisait que si, parce qu'il y avait à tel endroit, c'était pas au bon moment, il fallait revenir une autre fois avec l'autre papier, mais qu'elle ne pouvait pas avoir parce qu'elle avait perdu le premier. C'est un peu ça, je pense, l'exclusion, être à côté, être en marge. C'est un peu ça qu'on voit dans le quotidien. J'en parle un peu d'une façon concrète, un peu de façon imagée, mais c'est vraiment là où, dans notre réalité à nous, là, de psychiatres, de travailleurs sociaux, là, en psychiatrie, on se retrouve dans un milieu ou un domaine où la réalité rejoint la fiction, là, rejoint l'irréel. Puis c'est ça, je pense que moi, ce que je vois comme grande marginalité là, dans mon quotidien. De la réinsertion, on passe à travers donc les dédales qui sont très complexes, comme tu décris. Tu voulais enchaîner peut-être, là on a fait un peu le tour sur la marginalité, mais donc le problème de santé mentale à l'intérieur de cette marge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commenter là, Amal, toi, évidemment, tu vois les jeunes adultes psychotiques ou les troubles bipolaires, donc des gens qui ont déjà un problème de santé mentale et puis important. La rue comporte ces personnes-là, mais il y a bien d'autres choses aussi. Est-ce que là, c'est large? Comment est-ce que vous auriez envie de dire là-dessus sur le problème de santé mentale d'un point de vue sociologique ou clinique? En fait, c'est un problème. Aujourd'hui, on vit dans l'univers de la santé mentale. La santé mentale englobe tout. Il y a 30 ans, quand on disait il y a un problème social, il y a personne qui disait mais c'est quoi le problème de santé mentale qui provoque ce problème social? Et aujourd'hui, c'est nouveau. La santé mentale occupe tout. Et il est très difficile de parler de pauvreté, mais est-ce qu'il y a un problème de santé mentale ou une addiction associée? C'est un univers qui est dominant. Et il y a un problème de santé mentale, les mots-clés, c'est les mots problèmes. C'est-à-dire, si j'ai des hallucinations, j'ai certains comportements bizarres, mais si ce n'est pas lié
un fait social que je veux déranger quelqu'un ou je ne souffre pas avec ça, on ne parle pas des problèmes de santé mentale. Comme on l'a dit très bien, le DSM-5, et je ne suis pas un fan de ça, ce problème de santé mentale, c'est un syndrome associé à un dysfonctionnement, à une souffrance ou à une forme de violence. Mais c'est la société qui va dire c'est quoi une souffrance, c'est quoi une violence, c'est quoi un dysfonctionnement. Les enfants apprennent à l'école qu'est-ce que c'est ne pas bien fonctionner. C'est pour ça que les diagnostics de TDAH, etc., vont de tous les côtés. De la famille, elle nous apprend ce que c'est être un enfant, un adolescent, un bon partenaire, et qu'est-ce que ça veut dire être respectueux. Donc, la société rentre dans l'idée des problèmes pour formater la santé mentale. Donc, il n'y a pas d'anxieux, il n'y a pas de déprimés, il n'y a pas de psychotiques hors société. Ça n'existe pas. Il y a une phrase de Michel Foucault que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de fous sans société. Mais le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire les problèmes de santé mentale et les problèmes sociaux sont indissociables, mais sont inséparables et irréductibles aussi. Il faut écouter, il faut que la psychologie, la psychiatrie et la sociologie, l'anthropologie fonctionnent comme des systèmes ouverts. Et ce qui relève des normes de la société, de l'exploitation, de la pauvreté. Et en général, on mélange tout. Oui, péjoratif. Je vais le dire, je suis fatiguée. Mais aussi très stigmatisant, en fait, parce que, je vais vous mettre en contexte. Là, j'ai passé l'hiver avec des personnes là, qui habitent la rue, en fait, qui vivent vraiment, vraiment, qui s'installent là, où, lui fait sens. Là, donc, ils se déploient un habitat, là, que ce soit dans un abri ou directement là, dans une entrée de commerce. Puis, il y a une femme qui m'a vraiment inspirée en lien avec cette question-là parce que moi-même, je parlais beaucoup en termes de problèmes de santé mentale. Puis, elle m'a appris à voir différemment. En fait, pour moi, il est possible que les personnes ne considèrent pas leur santé comme étant problématique, même si nous, notre vision, on pourrait dire qu'elle est problématique, leur santé mentale. Donc, je pense que ça peut avoir un impact important sur la façon dont ils vont se définir. Donc, si on parle toujours, tu as un problème de santé mentale, donc ils peuvent finir par se définir et s'approprier, en fait, de la problématique à un moment donné. Donc, ça peut avoir un impact là, sur leur auto-identification. Donc, pour moi, je pense que davantage, on doit axer sur comment les gens s'identifient, comment ils se sentent en santé mentale, donc d'aller explorer ça de leur perception. Cette femme-là avait de nombreux diagnostics, mais pour elle, elle tentait quotidiennement de maintenir sa santé mentale. Donc, elle ne parlait jamais en termes de problématiques et elle ne voulait seulement pas atteindre un degré de santé mentale problématique, mais fait que pour moi, c'est vraiment important peut-être d'inverser, aller explorer puis parler en termes de santé mentale et non plus en problématique. Je ne sais pas si j'ai été claire. Les seuils ne sont pas les mêmes, donc la personne a son propre seuil. La société impose un seuil. Exactement. Et la personne va dire, moi, mon seuil est ailleurs. Je peux comprendre qu'il pourrait avoir des problèmes de santé mentale, mais je n'ai pas le même seuil que vous. Je ne suis pas considéré dysfonctionnel. Exactement. Mylène, tu veux commenter là-dessus? Moi, j'ai réfléchi plus en termes de santé mentale. Ça marche mon affaire? Non. OK. J'ai réfléchi plus sur la santé mentale. En fait, par rapport au problème, moi, je dirais quel problème et surtout le problème de qui, d'abord et avant tout. Mais sur un peu la santé mentale, en fait, moi, c'est comme si c'est partout dans le champ où on en parle beaucoup, mais je ne sais pas si on en parle toujours comme il faut. Je pense que ce serait intéressant aussi des fois qu'on décolle d'une vision strictement psychiatrique. Si c'est important qu'on ait des langages communs, tu sais, pour répertorier puis nommer puis mieux comprendre les difficultés, il y a quelque chose qui est vraiment au-delà de tout ça, en fait, dans ma tête. J'avais comme envie de vous lire rapidement, c'est la définition de Furtos. Donc, plutôt que des syndromes ou des troubles, lui, il dit que la santé mentale, c'est la capacité de vivre et de souffrir dans un environnement donné, sans destructivité, mais non pas sans révolte. La capacité à être en lien avec autrui et à rester en lien avec soi, à investir puis à créer dans le monde. Mais je trouve ça vraiment riche, une perspective comme ça, en fait, parce que c'est comme s'il faut aller au-delà du diagnostic. Premièrement, prendre en compte aussi les déterminants sociaux, en fait, de la santé mentale qui ont un impact majeur. Mais
si on dit que quelqu'un fait de l'anxiété, au final, on ne dit pas grand-chose, dans le fond. C'est quoi son anxiété à elle? C'est quoi son histoire? Comment elle la comprend? De quoi elle souffre? C'est quoi la qualité de sa souffrance? C'est quoi le degré de sa... Pour moi, si on veut s'approcher de la santé mentale, c'est vraiment en se connectant aux nuances de ces expériences subjectives-là. J'avais envie de dire aussi que il ne faut pas s'inscrire dans une logique qu'il y a des catégories, hein? Des gens qui ont des problèmes de santé mentale et qui n'en ont pas, dans un genre de clivage entre eux et nous, au sens où, dans l'appareil psychique humain, toutes ces structures-là, puis tous ces mécanismes-là existent. Fait qu'on est dans une question de degré, peut-être. Qu'est-ce qui détermine la pathologie? C'est comme une question de degré et de quantité, plus que d'être constitué profondément différemment et d'être dans une altérité là, qui nous différencie. Fait que ça devient la question finalement de c'est quoi la nature de ces conflits à cette personne-là? Sont où ces fixations? C'est dans ces profondeurs-là finalement qu'il faut s'attarder. Merci. Il y a quand même le mot destruction. À un moment donné, c'est un peu l'entrée, sans peut-être pas rentrer dans l'idée de l'accès. Souvent, l'accès n'est pas volontaire, n'est pas souhaité. Il y a une destruction. On dit, je vais détruire un mur, je vais détruire une personne. Il y a une perte de contrôle. Et les gens arrivent dans des structures non hospitalières, on va dire, parce que la société a déterminé qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose, il y a une perte de contrôle de la personne. Est-ce que la pulsion, l'hallucination, l'intoxication qui amène un état paranoïde ou autre va évidemment amener un peu un point de rupture à un moment donné? Je suis en relation, mais là, je ne suis plus en relation, je ne suis plus nécessairement en contrôle, ou j'ai une relation qui est sous l'effet de quelque chose, une maladie grave ou autre chose. Je pense qu'on se perd évidemment parce qu'il y a la maladie grave, puis il y a comment je rencontre l'adversité et la violence. Puis ça, je pense qu'on amalgame tout ça. On dit le problème, c'est deux choses qui sont un peu différentes. Évidemment, à l'urgence, on va voir peut-être différemment les affaires. Je m'égare et c'est souhaité pour passer la parole à Dr. Baki pour dire, bien, dans le fond, dans l'accueil de ces gens-là, il y a des barrières, il y a des soins qu'on veut imposer, qu'on va offrir. La personne veut participer, va au moins participer. Comment est-ce qu'on peut concevoir ça, dans le fond, ce dispositif qu'on met à la société offre aux personnes qui vont en problème de santé mentale? Tu peux évidemment commenter sur ça. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Et comment on les accompagne avec ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas parfois? Comme psychiatre, j'ai le droit de parler des problèmes de santé mentale. Tu as le droit. Mais je trouve ça intéressant parce que je pense que je suis divisée entre les deux visions. Je pense que la santé mentale comme la santé physique là, comporte divers niveaux. On peut être en super forme physique puis courir des marathons, puis on peut prendre des bonnes marches, puis être en forme, puis on peut aussi avoir de la misère à marcher ou avoir une grosse maladie d'arthrite, là. Mais on dirait que je pense que des fois, c'est tellement fort, la stigmatisation envers la santé mentale ou envers les problèmes de santé mentale, que des fois, on nie la possibilité que des gens aient des maladies mentales, puis on leur nie l'accès au traitement par le fait même, compte tenu, puis on s'entend que je parle de ma vision de psychiatre, mais que plusieurs problèmes de santé mentale ou maladies mentales viennent faire que la personne ne voit plus qu'elle ne va pas bien, ne voit plus parce qu'on appelle nous l'autocritique. Là. Puis pendant cette période-là où elle est très atteinte, elle n'a plus accès à voir ça. Puis je pense que lui donner, ça c'est mon point de vue psychiatre, lui donner la possibilité de vivre un autre état où elle peut aller mieux, pour après ça avoir un regard sur comment ça allait dans cette période-là. Pour moi, ça c'est le respect de la personne, de son intégrité, de sa dignité. Je pense que des fois, c'est tellement stigmatisé, la maladie, on ne se rend pas compte qu'en voulant être accueillant, on vient nier ce droit-là à la santé des gens. Mais que, peut-être aussi parce que des fois, c'est plus pratique de se dire que les gens qui ont des maladies mentales qui ne sont pas traitées, c'est parce que c'est leur choix, un peu comme les gens qui sont en situation d'itinérance, bien, c'est leur choix, c'est parce qu'ils veulent prendre de la drogue, qui se retrouvent dans la rue. Fait que, des fois, il y a, on s'entend que je ne pense pas ça. Là. Je dis ça parce que c'est des discours qu'on peut entendre et qui peuvent être parfois pratiques. Donc, quelles sont les barrières à l'accès? C'est un peu là que je dois venir à répondre. En fait, puis je vais un peu résumer ce que je vois cliniquement, mais aussi ce qui est
été peut-être les trouvailles de nos recherches là, des dernières années avec le projet Access Ripage. Je pense que les barrières, c'est de toujours pas être au bon endroit au bon moment pour le bon service. Les jeunes, ils vont dire, moi, ce que j'aime, c'est d'aller, ils ne savent même pas vraiment qu'est-ce qui fait partie du système de santé public là, ou gouvernemental, puis qu'est-ce qui fait partie des organismes communautaires. Ou, eux, ce qu'ils veulent, c'est être accueillis, recevoir l'aide dont ils ont besoin, ils veulent être guidés, qu'on leur dise c'est quoi les possibilités, puis qu'on leur donne accès à autre chose, à un autre... à une partie d'eux-mêmes où ils vont pouvoir créer. Hein, j'entendais dans ta définition, où ils vont pouvoir être en relation avec les autres, avec eux-mêmes, puis ils vont pouvoir pas être dans la destruction là, du lien avec l'autre, la destruction de leurs rêves, de leurs possibilités, auxquelles ils finissent par même plus croire là, que c'est possible pour eux. Là. Mais quand on leur donne accès, quand on les accompagne à pouvoir retoucher à leurs rêves, puis la possibilité de penser que ça peut leur être accessible, là, je pense que c'est là qu'on leur donne accès à leur créativité. Fait que c'est un peu ça pour moi, les barrières d'accès. Il y a quelque chose on peut offrir aussi de vivre autre chose. Et puis d'après ça, peut-être qu'il y aura à dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui était préférable pour moi, qui me permet de mieux connecter avec moi-même ou avec les autres, si j'ai envie de le faire, évidemment. Sur les barrières, et puis, qu'est-ce qui est barrière? Hein? Il y a des barrières, évidemment, à l'extérieur. Il y a les barrières à l'intérieur, créées par la maladie ou la société. Qui a envie de commenter là-dessus? Je peux y aller. En fait, on a beaucoup de choses à dire par rapport aux barrières. On ne va pas se le cacher. Au niveau de la santé mentale, en fait, je pense que la santé mentale peut aussi amener à la rue, mais il ne faut pas oublier que tout ce que les gens vivent dans la rue amène aussi à amplifier la santé mentale. Donc, c'était un incontournable pour moi de le renommer ce soir parce que ces gens-là doivent continuellement s'adapter dans un système au lieu que le système s'adapte davantage à eux. On parle de haut seuil d'accessibilité, de bas seuil d'exigence, de tous les termes, mais ça reste quand même que les ressources, ils ont quand même des mesures d'exclusion. Des fois, ils font sens pour les gens qui les mettent en place. Des fois, c'est des mesures qui ont été mises il y a jadis, puis il fait encore sens, mais en même temps, je pense que les ressources sont de plus en plus institutionnalisées avec des protocoles, malheureusement. Je pense que ça devient une grande barrière pour les personnes en situation d'itinérance. Puis, dans le fond, ça nous amène à dire qu'on vit dans une tension. On souhaite mettre en place, avec les nombreuses innovations qu'on veut, mettre en place des ressources qui vont être adaptées, mais à l'inverse, dans les faits, c'est toujours il y a encore plusieurs personnes qui vivent de l'exclusion. Donc, j'en viens à dire aussi qu'une des plus grandes barrières pour avoir accès à des bonnes conditions pour maintenir une bonne santé mentale, c'est l'accès à l'habitat. Puis je ne parle pas seulement d'un logement, en fait, parce que depuis quelques années, on a parlé beaucoup de logement d'abord. Donc, ça a été une visée très importante. Puis, je ne néglige pas cet aspect-là. Pour rien au monde, le logement est super important. Par contre, les personnes qui vont habiter l'espace, donc ceux qui sont contraints de ne pas avoir de logement ou qui ne sont pas capables de maintenir un logement pour X raisons, ça retrouve dans un habitat de l'espace public et c'est là que les enjeux, pour moi, devient quand même assez considérable parce qu'ils n'ont aucun lieu où se déposer. Ils sont continuellement, les politiques publiques et municipales, en fait, vont être mis en place pour un peu les invisibiliser. Donc, ces gens-là, ils ont de la difficulté à être et exister dans l'espace public. Donc, je pense que ça peut avoir un grand impact sur leur santé mentale, puis ce n'est pas négligeable. Si on parle en termes de réglementation, de l'architecture hostile, on va parler des démantèlements qui créent des traumatismes aussi à ces gens-là. On ne le dira jamais assez. Puis je parle ce soir en termes de... Je parle pour eux et avec eux parce que justement, j'ai passé l'hiver avec eux. Puis pour moi, les démantèlements, c'est quelque chose qui revenait continuellement comme étant un traumatisme. Puis, tu sais, comme n'importe quel humain, ces gens-là souhaitent la stabilité. Donc, je pense que si on parle de santé mentale, il faudra davantage sortir de la boîte pour réfléchir à ça. Donc,
Voilà. Puis, on ne parle jamais assez des droits aussi. Tu sais, ces gens-là vivent des violations en termes de droits, droit à la vie, droit à la sécurité, droit à la santé. Donc, même si c'est une population qu'on a ignorée souvent et longtemps, je pense qu'ils sont là. Puis si on parle en termes de santé mentale, ben, je pense que sincèrement, ce soir, c'est la place pour le dire que ces gens-là existent, ils sont là, ils occupent l'espace public, ils ont droit à la vie, à la sécurité et à la dignité. Voilà. La marge est rétrécie de plus en plus de la société, c'est ce qui fait l'exclusion un peu, comme tu le suggérais. Vous voulez commenter sur les barrières d'étudier un peu aussi cet accès, les dispositifs juridico-psychiatriques qui sont un élément quand même intéressant dans l'accès et le non-accès? Là, je reviens à la question du problème, c'est-à-dire il y a la loi P38, c'est-à-dire la loi qui autorise une intervention quand il y a un état mental relié en forme de dangerosité. Et 70% des requêtes des lois P38 sont remplies par des citoyens, pas par la police, pas par les médecins. Donc, c'est nous qui imposons un certain nombre de manières d'être aux autres. C'est pour ça que je dis, quand je dis le mot problème, je stigmatise personne. C'est que je veux dire, tout ce qu'on fait dans une société a des effets sur quelqu'un d'autre. On n'est pas une société d'individus, on est une société interreliée. Si je me mets à manger avec les mains comme ça, on va me regarder un peu bizarre, par exemple. Ou si je me frotte la tête, il y a des normes dans lesquelles qui nous permettent pas seulement, sont pas seulement contraignantes, mais ça nous permet de communiquer. Et ça nous permet d'entrer en contact avec l'autre. Et quand on dit problème des social, on peut dire aussi que dans l'Est et dans l'Ouest de l'île de Montréal, il y a parfois 7 ans d'espérance de vie de différence. En fonction de... C'est scandaleux. Je ne dis pas Canada, Sénégal. J'ai dit Est Island, West Island. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas utiliser un autre nom. C'est un problème social. Il n'y a aucune santé mentale, aucun problème de santé mentale qui explique ça. Et quand je dis problème, je veux dire aussi, c'est une manière de dire on a besoin de plus de support pour les gens qui ont plus de problèmes. C'est-à-dire l'intervention de l'État, logement, revenus, etc., doit être différentielle. Plus j'ai des problèmes, plus je dois être soutenu. Un enfant qui va à l'école sans manger, il a des problèmes. Il doit être moins efficace que quelqu'un qui vit dans une famille, qui a un capital culturel, etc. Donc, bon, en tant que sociologue, ce sont des problèmes qu'il faut agir pour équilibrer un peu les points de départ pour tout le monde, que tout le monde puisse plus ou moins avoir les mêmes point de départ. Donc, quand je dis problème, je ne l'adresse pas aux gens, je l'adresse aux structures, en quelque sorte. On ne part pas de la même place. Il n'y a aucune médecine, aucun médicament. Je pense à la question des antidépresseurs. Le Canada, c'est un des pays qui prescrit le plus. La moyenne de l'OCDE, c'est 56 doses par 1000 habitants quotidiens. Nous, c'est 86. Est-ce que la dépression diminue? Est-ce que la prévalence de ça? Non. Donc, le problème doit être ailleurs. Quand je dis problème, oui, il y a un problème. On travaille mal, l'école, ça ne fonctionne pas, on a des relations qui sont parfois toxiques, il faut s'attaquer à ça. Donc, j'insiste sur le mot problème, je l'aime bien, mais je ne les situe pas dans les gens, je les situe dans les relations. Et c'est ça qui fait en sorte que l'accès est toujours compliqué. Pourquoi? Parce que si vous êtes itinérant, vous êtes habitué à être maltraité dans les urgences, maltraité par la police, maltraité parfois par les travailleurs sociaux. Donc, vous ne voulez pas vous être aidé parce que ça, c'est stigmatisant, c'est dur, c'est violent. Et ce n'est pas la même... C'est pas les mêmes approches, même si c'est les mêmes policiers ou les mêmes travailleurs sociaux qui agissent. Si vous flânez à 3 heures du matin à Émilie-Gamelin, et vous êtes mal habillé et vous avez l'air un peu perdu, la police va intervenir. Si c'est quelqu'un d'entre nous, on va dire, bon, quelqu'un qui marche la nuit, il veut marcher, c'est tout. Donc, les interventions sont en fonction des situations, pas en fonction des problèmes objectifs ancrés sur un individu. Si on met tout ça ensemble et on définit la situation, on va voir que on peut agir sur d'autres cordes que sur une seule corde de la santé mentale. Donc, c'était ça l'essence de mon intervention. Donc, vision plus large sur la discrimination, les inégalités sociales aussi qui jouent beaucoup dans ce filtre-là. Mylène?
Bien, à Médecins du Monde, en tout cas, on s'attarde énormément aux barrières d'accès en santé mentale et en santé en général. C'est sûr que, en fait, ce que j'ai observé dans ma pratique, c'est des véritables parcours du combattant, en fait. Puis on parlait de la Maison des Fous tantôt dans Astérix. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est dans les 12 travaux, puis il faut qu'ils aillent chercher, il faut qu'ils se rendent à quelque part, puis ça prend des formulaires, puis il faut changer de guichet pour avoir un formulaire. Mais c'est vraiment presque littéral, hein. Ça n'en est plus une métaphore, en fait. Si je vous donne des exemples en rafale, ben, il y a beaucoup d'expériences de personnes qui ne peuvent pas, mettons, avoir accès à de la psychothérapie parce qu'ils consomment. Mais ils aimeraient ça, aller parler de pourquoi ils consomment en psychothérapie. Fait que déjà, ça part mal. Je pense à une personne qui avait fait un processus tellement long, puis tu sais, c'est des lignes, là, fait que tu te fais comme évaluer en première, puis là, tu attends pour l'autre, puis à la fin de tout ça, ben, il était comme pas assez personnalité limite, puis un petit peu trop antisocial, fait qu'on ne pouvait pas l'aider, ce qui a probablement contribué à aggraver ses symptômes antisociaux par ailleurs. On en prendrait moins. La personne sur le bord d'être dans la rue, là, mais elle ne pouvait pas aller au service d'itinérance parce qu'elle n'était pas en itinérance maintenant. Fait qu'on va attendre qu'elle se dégrade, puis que, tu sais, puis là, fait que c'est sûr que vraiment la petite balle là, qui jongle entre les différentes instances, c'est des expériences réelles, en fait, et extrêmement fréquentes. Souvent, les gens ont une instabilité résidentielle, mais là, ça te change de quartier, fait que ça te change de sus. Fait que si tu étais comme en attente à quelque part, mais là, ça ne marche plus. Puis, au fil de tout ça, les diagnostics s'accumulent. En fait, s'il y en avait un, soit erroné ou soit qui ne correspond plus, mais là, tu es encore avec ça dans ton dossier. En tout cas, c'est sûr que les lourdeurs administratives, en fait, sont assez aliénantes. Après ça, bien, c'est certain aussi que les gens, ils rapportent en fait des expériences de discrimination et de stigmatisation dans les soins. Fait que ça, pour moi, c'est une barrière majeure. On parle d'accès pour vrai, bien, c'est ça, accès à quoi? C'est-à-dire que la personne, elle peut se rendre dans une rencontre, mais au final, elle n'aura eu accès à rien si elle ne s'est pas sentie en sécurité puis qu'elle finit par se sentir stigmatisée à l'intérieur de cette rencontre-là. J'avais un patient récemment, en fait, qui a fait un sevrage d'alcool. Tu sais, chez lui, c'est dangereux. Puis on explorait ça un peu en rencontre. Puis il me dit, mais sais-tu comment que c'est quand tu vas à l'urgence pour ça? Sais-tu comment, genre, je suis pas bien, je me sens pas bien, puis je le sens, comment je suis reçue. Donc, en tout cas, on parle de marginalité, de qui marginalise qui. Tu sais, pour moi, c'est dans toutes ces nuances-là qu'il faut penser l'accès. Puis ça m'amène à penser des barrières à l'intérieur, en fait, comme tu parlais. Des barrières à l'intérieur, peut-être des patients. Hein? Si moi, j'ai vécu plein de violences dans ma vie, si j'ai vécu plein de traumas, bien, je suis méfiant. J'ai peur d'aller demander de l'aide. J'en veux, mais j'en veux pas. Je suis ambivalente. Donc, toutes ces choses-là font que la demande d'aide est compliquée. Puis si les 58 étapes, là, mettent bien ça en branle. Si vous avez déjà fait une demande d'aide dans votre vie, vous êtes à même de savoir comment c'est exigeant pour la personne. Puis je pense qu'il faut penser aussi aux barrières à l'intérieur des professionnels de la santé, en fait, puis du personnel qui accueille. Parce que pour toutes les expériences de stigmatisation qui ont été vécues, bien, premièrement, on n'est pas dans un vase, hein, les gens qui travaillent en santé, c'est-à-dire que les préjugés sociaux et les stigmatisations environnantes ne nous échappent pas. On a un travail à faire d'exploration un peu de c'est quoi les normes qu'on a intégrées. Mais voilà, la question se pose de c'est quoi nos préjugés? C'est quoi mes préjugés à moi? Quand est-ce que je deviens plus fermée? Quand est-ce que, comme professionnel, je suis moins patient? Je suis moins à l'écoute? Je conclus d'avance l'intervention parce que X, Y, moi, j'ai compris. Puis, parce que je pense que les expériences de discrimination, en fait, ils viennent de ça, d'angle mort, de jugement que les personnes portent en sachant pas, d'épuisement probablement aussi du personnel. Mais pour moi, parler d'accès, en fait, il faut se rendre jusqu'à cette éducation-là, ces réflexions-là. J'ai envie de penser, je travaille parfois à l'urgence du CHUM. Et j'ai été frappé à un moment donné, une des infirmières, là, ils sont grosses comme ça, c'est des petites libellules. Et puis, à un moment donné, elle accompagnait une dame, puis elle
s'occupait d'elle, puis tout ça. Puis il dit, c'est la première fois qu'on ne me traite pas de grosse vache. Et puis, je voudrais parler, en fait, parce qu'il y a une relation, hein, évidemment, entre soignants-soignés. Et puis, il y a effectivement probablement des préjugés, des espaces de stigmatisation qui se construisent, puis il y a de la violence qui est partagée. Je ne sais pas si, quand les gens, évidemment, sont sous l'effet de perte de contrôle plus importante ou une maladie plus grave, ils deviennent aussi, ils vont manifester cette violence-là, évidemment, qui fait que dans le système aussi, cet accueil-là se construit aussi une protection, une barrière, un inconfort. Donc, il y a un cercle vicieux un peu, hein? On se violente les uns les autres. Alors, autant on veut être bienveillant envers la personne, même s'il est venu sous escorte policière, puis on l'a attaché, puis on a donné de l'aldol, puis tout ça. Après ça, bien, on essaie d'engager quelque chose. Mais aussi, il y a eu, juste avant, qui ne se souvient pas, bien évidemment, il a hurlé tout son corps et aux personnes qui tentaient de l'aider. Comment on sort de ce cercle-là, un peu de rencontre? Évidemment, la crise prend beaucoup de place hein, dans le milieu d'itinérance, puis on essaie de se dégager à un moment donné, en amont ou après, puis comment on répare. On tente de réparer beaucoup, hein, je pense aussi. Après, j'imagine, alors peut-être toi, dans ton expérience, là, parce que peut-être pour les jeunes, première expérience psychotique, ils arrivent, ce n'est pas agréable, tu étais déconnecté, tu n'es pas dans ton état habituel, tu te méfies de ta propre mère. Et puis, on te force à venir à l'hôpital. Puis là, donc, vous les accompagnez après ça. Comment on reconstruit, dans le fond? Parce que là, on rentre un peu dans comment on est capable d'offrir un espace à l'un et l'autre pour pouvoir les amener ailleurs. J'ai envie de parler de paradoxe en répondant à ça. Je dirais que, puis parler de du beau puis du moins beau. Là. On se retrouve avec des jeunes souvent qui ont été exclus beaucoup, qui ont vécu plein d'expériences. On n'a pas parlé beaucoup, là, mais on a beaucoup de jeunes qui sont des newcomers. Je vais utiliser l'expression anglaise, mais pour dire qu'ils, pour toutes sortes de raisons, qui se retrouvent nouvellement arrivés ici. Il y en a qui sont arrivés des États-Unis dans l'ère de Trump. Il y en a qui arrivent de différents pays. Ils se retrouvent avec plein d'expériences traumatiques à l'étranger, mais ils reviennent ici, puis ils ne sont pas au bout de leur peine. C'est des nouvelles expériences traumatiques qu'ils vivent. Là. On a d'autres jeunes qui ont vécu toutes sortes de traumatismes dans l'enfance, qui ont été éventuellement protégés des violences qu'ils ont vécues ou de la négligence qu'ils ont vécue, mais ils ont revécu à travers ça aussi différents traumatismes. Et là, finalement, ils s'excluent eux-mêmes de toute forme d'aide parce qu'ils veulent se protéger, comme on disait tout à l'heure. Puis finalement, ils deviennent tellement pas bien puis ils refusent tellement l'aide que finalement, on les oblige avec une loi P38 à avoir de l'aide. Ça fait qu'on se retrouve avec des paradoxes où on exclut beaucoup des gens, des systèmes d'aide. Après ça, on les force. Puis c'est assez violent comme système. Je pense que l'objectif est quand même de la société là, est quand même bienveillant, mais encore une fois, on peut voir tous les traumatismes qui rendent ça difficile, le processus de soins. Là. J'ai envie de partager aussi des belles choses. Dernièrement, j'ai vu justement en fait, c'était une jeune dame, mais qui était biologiquement homme, puis qui était en transition et qui criait tous les noms à tout le monde, puis qui était très agitée à l'urgence. Mais j'ai lu le rapport de police qui les avait amenés, puis j'ai été frappée de l'humanité des policiers. Je me disais, aïe, aïe, OK. C'était vraiment, vraiment contraire aux préjugés qu'on peut voir. Là. Des policiers qui ont vraiment, d'après leur description, là, ils sont passés par-dessus les barrières. Jeune dame qui était exclue de partout. C'était très humain parce qu'ils ont comme forcé, mais pour l'amener délicatement à l'urgence, malgré qu'elle ne voulait rien savoir et que tout le monde la rejetait. Fait que je me disais, ah ben, il y a du beau quand même, puis on avance, là, je pense. Fait que je ne sais pas si ça nous amène un petit peu au prochain point, comment les rejoindre. Absolument. Mais alors là évidemment, il y a le transformer le soignant, un individu à la fois. Et là, après ça, il y a l'institutionnel ou la société, l'organisation des soins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Oui, on rentre dans l'innovation. Mais on rentre dans l'innovation et dans les questionnements aussi, parce que, puis on s'en parle souvent là, avec les collègues là, ici et ailleurs, que bien, il y a ce qu'on fait comme individu des fois, puis on accueille les gens, puis on a nos propres parcours aussi à travers ça. Puis comment aussi on veut faire changer nos institutions pour qu'elles deviennent accueillantes. Puis on avait cette discussion-là. Hospitalières. Hospitalières ou autres institutions où des fois on se cache pour
soigner du monde sans trop le dire entre les lignes. Puis à un moment donné, on dit, ben là, comment ça se fait qu'on est obligé de se cacher pour aider les gens? Là, tu sais? Fait qu'on on est là-dedans, on essaie de voir quand est-ce qu'il faut faire des représentations à qui, quand est-ce que c'est pas le temps, puis qu'on continue à le faire par en dessous. Puis on a ça dans nos réseaux. Puis je pense que pour parler de comment rejoindre réellement les personnes marginalisées, bien, je pense qu'il faut qu'il y ait de l'accueil, peu importe où elles se présentent. Là. Puis qu'il y ait de l'accueil pour les accueillir à ce moment-là, à l'endroit où ils sont, pour respecter comment ils veulent recevoir de l'aide, puis où, mais aussi les amener, puis leur parler des autres qui peuvent leur donner de l'aide. Là. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé de beau là, dans ma pratique depuis, tu as parlé de l'équipe Sol qu'on a fondée en 2012, mais ça a été un peu une des étapes d'aboutissement d'un long travail entre l'institution, moi je travaille, qui est le CHUM, et tous les partenaires communautaires avec qui on travaillait, avec la Clinique des jeunes de la rue, où ensemble on a vu des besoins, puis on a essayé de profiter d'opportunités que le système offrait ou que le gouvernement offrait, ou de bourses qui étaient offertes, ou de projets de recherche, ou d'études d'étudiants pour proposer des projets. Puis de ça sont nés d'autres projets où on a essayé d'identifier là, où sont les trous, puis d'essayer de créer des choses, mais que le jeune, lui, il n'y a pas à se soucier, est-ce que là, c'est tel organisme ou tel autre. Nous, on peut naviguer avec lui puis tranquillement l'amener au bon endroit, mais il ne faut pas que ça retombe sur lui là, d'avoir à faire ça. Fait que moi, je pense que c'est un peu ça qu'on a fait avec l'équipe Sol, avec le RIPAGE, qui est le réseau d'intervention de proximité auprès des jeunes de la rue de Montréal. Mais l'idée, c'était de les aider, d'intervenir auprès d'eux où ils sont, où ils veulent recevoir des services, mais d'amener les services dont eux pensent qu'ils ont besoin ou que nous, on peut penser qu'ils ont besoin, puis les introduire de façon bienveillante à ces services-là. Fait que moi, je pense que ça, c'est une innovation, puis c'est de l'espoir. Puis je pense que il faut que tout le monde devienne partenaire, là, que toutes les institutions, que tous les organismes puissent devenir partenaires d'initiatives du genre. Donc, il y a l'accueil, le type d'accueil qu'on donne, puis le sans jugement, hein, soigner sans juger. Puis après ça, l'orientation. Donc, aussi, qu'est-ce qui est disponible un peu? Peut-être commenter sur comment c'est perçu de la rue et puis des... Bien, en fait, je trouve ça intéressant que tu aies parlé d'accueil parce que je me suis intéressée, c'était quoi l'accueil pour eux, en fait? C'est quoi ça signifiait? Hein? Puis, pour eux, c'est de se faire appeler par leur nom. C'est parce que durant la COVID, ça a été très difficile. Puis, je ne veux pas généraliser, mais j'ai eu beaucoup de discours que quand ils rentraient dans les ressources, c'est mets ton masque, mets ci, fais ça, fais ci, fais la ligne, va chercher ci, va faire. Non, pas là, couche-toi là. Non, non, tu ne peux pas être couché, assis-toi, mets ta tête là. Écoute, ça ne finit plus, là. Son auto. C'est pour nous aussi. Oui. Sauf que quand tu as moins de capacité ou moins de patience dans ta journée, ben, ça arrive que tu vas être en beau. Ça se pourrait que tu pognes les nerfs après l'intervenant. Puis l'accueil, c'était aussi lorsque les gens pognaient les nerfs, que l'intervenant ne le prenait pas nécessairement personnel, qu'il y avait quand même une communication avec eux pour lui faire comme un peu renverser faire diminuer la tension, premièrement. Ça, c'est vraiment important. Mais je vais parler, parce que moi, je ne suis pas intervenante, mais j'ai observé durant l'hiver dans les ressources, puis j'ai trouvé intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'approche basée sur les traumas. Et même si les organismes ne le font pas d'emblée en réfléchissant leurs services de cette façon-là, j'ai quand même observé des organismes, des intervenants qui se sont intéressés à la luminosité, à l'effet de la télé par rapport à l'ambiance, la musique. Donc, il y avait, mettons, ils pouvaient mettre telle sorte de musique, puis après ça, si la tension était trop haute, diminuer la musique. Tu sais. Donc, ils ont joué beaucoup avec des notions de base liées au trauma. On pourrait pousser davantage encore plus loin. Aux États-Unis, les refuges sont designés en termes d'approche basée sur les traumas. On parle de l'accueil. Ça, on l'a vu aussi dans certains organismes qui ne mettaient pas d'agents de sécurité à l'entrée même pour pouvoir avoir un accueil, en fait, un accueil vraiment plus humaniste, diminuer les traumas parce qu'on s'entend que les agents de sécurité font augmenter une certaine crainte. Donc, les gens vont être moins portés à certains moments d'aller vers ces ressources-là. Donc, ça, c'est tous des niveaux des innovations que moi, j'ai pu percevoir, là, que j'ai appréciées, mais que les gens appréciaient énormément.
dans le milieu de l'itinérance. Puis quand je parle de milieu de l'itinérance, c'est vraiment les gens qui sont souvent très réfractaires ou contraints de ne pas pouvoir avoir recours aux ressources, là. Donc, c'est quand même une population qui est excluse un peu plus que le reste de la population itinérante. Je tiens tout le temps à le souligner. Je vais parler des abris thermiques aussi. Si on veut parler des innovations, je pense qu'il y a eu un beau projet. C'est dans 8 villes au Québec maintenant. Moi, je crois à la gradation de services. Je l'ai vu, l'importance, en fait, à travers mes observations, comment c'est important de ne pas axer que sur un type de service, mais d'avoir différents types de services. Puis les abris thermiques, c'est, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est comme un petit abri qui augmente de 15 degrés la température du corps de la personne qui habite dehors là, en plein hiver. Donc, ce n'est pas parfait, mais en même temps, ces abris-là, ils ont quand même été beaucoup appréciés là, par les gens qui ont utilisé ça. Il y a toujours l'instabilité, l'intolérance de ces abris-là dans l'espace public, malgré que, moi, je dis toujours, cet abri-là, c'est un premier pas vers une ressource. Donc, quand on parle d'innovation, on parle de sortir de la boîte des sentiers battus, d'aussi s'inspirer des bonnes pratiques dans le monde aussi. Tu sais, je pense qu'il faut s'inspirer des bons coups des autres. Donc, puis on peut en avoir nous aussi. Oui, puis on en a, mais moi personnellement, j'ai pu juste vous partager ce que j'avais dans la recherche aujourd'hui. Merci. C'est intéressant quand même. Là, on est psy, sociologue, travailleur social, on est beaucoup dans la parole puis les médicaments, là, on va le dire, mais on parle de soins d'environnement physique carrément. C'est physique, on ne s'occupe pas beaucoup du corps hein, dans les soins en santé mentale, étonnamment. Donc, un espace qui peut permettre de se déposer, qui soit accueillant, d'avoir chaud, des soins de base. Moi, je pense que certainement, ça porte matière à offrir la santé mentale. Des avenues? Moi, je ne suis pas un intervenant, je ne suis pas clinicien, donc je n'ai pas cette expérience-là, donc j'écoute quand vous parlez et j'apprends. Mais ce qu'on voit dans les interventions auprès des personnes qui ont toutes sortes de problèmes, pas seulement des problèmes de santé mentale, mais des problèmes sociaux de longue date qui sont destinés à long terme, les dispositifs qui vont les interpeller le plus souvent, c'est la police et les urgences. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très novateur, mais il faut revoir la formation des policiers de première ligne. Pourquoi? Parce qu'entre 70 et 80% des interventions des polices, Montréal, Longueuil, Laval, ne sont pas auprès des Montbouchers, des criminels, des trafiquants de drogue, c'est auprès des personnes qui ont des problèmes, qui sont vulnérables et dont les policiers ne sont pas. Donc, il faudrait inverser. C'est quelque chose que la police de Longueuil est en train de faire, inverser la formation. C'est-à-dire, ce n'est pas l'idée de transformer des policiers en travailleurs sociaux, mais la réalité fait en sorte que c'est les premiers arrivants. Donc, il faut que, par exemple, s'il y a une crise, il faut qu'un policier sache qu'il faut prendre du temps. Pourquoi? Parce que quand on prend le temps qu'il faut pour qu'une crise se résorbe, à long terme, c'est gagnant. Cette personne-là va se sentir respectée. Cette personne-là ne va pas entrer à l'urgence, sortir et réentrer le lendemain. Si on menote tout de suite, si on fait des contentions tout de suite, ça ne fonctionne pas. Mais parfois, il y a des policiers qui ne le savent pas. Il y en a d'autres qui ont beaucoup d'expérience pratique. Ils vont le faire malgré les protocoles. C'est-à-dire, ils vont s'écarter du protocole. Ils vont dire, on va prendre le temps, on va prendre une demi-heure, 40 minutes. Et après, si la personne est partante, on va aller à l'urgence. Si la personne ne veut pas aller, on va la ramener chez elle, dans un refuge, peu importe. Donc, c'est qu'on prend en compte, et ça, c'est un phénomène qui est essentiel, c'est l'agentivité de la personne. Il faut que la personne fasse partie de l'intervention. Et si on n'obtient pas les consentements, parfois, le mieux, c'est de dire, bon, je me retire. Avec les risques que ça, évidemment. Mais si le consentement n'est pas obtenu, si l'agentivité n'est pas respectée, c'est la dignité qui en souffre, c'est l'estime de soi, et toute l'intervention perd ses chances d'être efficace. Donc, soit en termes d'efficacité ou d'humanité, les deux vont dans le même sens. Plus de temps et plus de formation pour les premiers intervenants.
que ce sont des policiers, y compris ne pas porter des armes, y compris l'uniforme un peu banalisé. Si vous allez chez quelqu'un qui fait une crise chez lui avec une autopatrouille, la réputation de la personne dans les quartiers est détruite. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison que la police arrive? Est-ce que ce sont des délinquants? Est-ce que c'est des gens pas fréquentables? Et parfois, c'est tout simplement des problèmes. Donc, il faut, tout ça, on peut l'améliorer. Il y a des manières de le faire et c'est incontournable pour la dignité des gens. Les soins en santé mentale, souvent, ça va être limité à comment on va répondre aux listes d'attente des psychologues, alors que je pense que vous exprimez très bien que le soin en santé mentale, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'interventions qui peuvent être précoces et toujours au cœur de la chose. Comment est-ce qu'on redonne un peu le contrôle ou le pouvoir pour la personne qui est là? Mylène? Bien, ce bloc-là, c'était comment rejoindre les personnes pour vrai, puis qu'est-ce qui marche finalement, c'est quoi les approches novatrices. Fait que c'est ça qui m'a fait. Je réfléchissais en ces termes-là, puis se rejoindre pour vrai, hein, est-ce que c'est pas se lier? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le bureau, est-ce qu'on se rejoint pour vrai nécessairement? Ça ne veut pas dire qu'il y a encore du travail à faire. Je suis retournée en fait dans la parole des gens. On avait fait à un moment donné une recherche sur notre service de psychothérapie aux personnes désaffiliées, fait qu'il y avait eu des entrevues qualitatives avec des patients qui ont eu le service. Puis, moi, j'ai fait ma thèse aussi avec des personnes en situation d'itinérance. Fait que j'ai relu un peu ces entrevues-là, en fait, pour venir vous voir aujourd'hui. Puis, les patients, parce que je me disais, qu'est-ce qui marche chez eux? c'est eux qui vont nous le dire. Fait qu'il y a un patient qui disait, mais l'écoute que j'ai avec elle, il y avait une psychologue, je ne l'ai pas ailleurs. Je sentais qu'elle était attentive pour vrai. Il parlait d'ouverture, il parlait de douceur, il parlait qu'il n'y avait pas de jugement. Il y en a un qui a dit « J'ai réalisé que je n'avais pas à être méfiant ». Mais c'est intéressant sa formulation. « J'ai réalisé que j'avais... » Tu sais, je débarque ici méfiant. Puis si les conditions sont là, je peux me permettre de constater que, OK, tu sais, j'en ai pas besoin. Puis dans ma thèse, en fait, ce qui ressortait, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils demandent, c'est... imposez-moi pas les choses de force. Intéressez-vous à qui je suis réellement. Aidez-moi à me comprendre. Fait que, donne-moi pas toutes les réponses, en fait, mais accompagne-moi dans... Moi, je vais chercher les miennes. Accueillez-moi comme je suis. Ne m'abaissez pas, ne m'humiliez pas. Ça veut dire qu'il parlait d'être traité d'égal à égal, chose qui visiblement ne va pas de soi dans leur expérience. Puis il parlait de « apprivoisez-moi ». En fait, moi, je me dis comment on rejoint les gens pour vrai. Premièrement, on s'approche, c'est-à-dire nous, on pratique un peu en proximité. En fait, des fois, on donne les services directement dans les ressources où les personnes sont. Sinon, on ne peut pas être partout, mais on peut être dans un lien proche. L'équipe seule, c'est vraiment une force, là, dans un lien proche, en fait, avec toute la communauté de ces personnes-là puis qui les entourent. Fait que, tantôt, on parlait que c'est spatial, hein? Peut-être on se descend de la feuille. Puis, fait que oui, je pense que ça prend un accueil quand eux viennent, mais je pense qu'encore plus, il faut nous aller aussi à leur rencontre finalement. Puis pour moi, rencontrer quelqu'un pour vrai, ça parle d'abord davantage de la posture que la personne qui interagit crée puis instaure. Fait que c'est comme une question de savoir-être. Si on parle de soins en santé mentale, en fait, c'est d'abord et avant tout toujours une relation humaine pour moi, des soins en santé mentale. Fait que c'est ça qu'il faut penser. Ça veut dire qu'on est dans un travail du lien. Peut-être qu'il faut se dire d'emblée que ça prend du temps, faire un lien. Hein? Ça n'arrive pas, c'est dans une rencontre de 20 minutes, c'est pas simple. Fait qu'est-ce qu'on a dans nos dispositifs, dans nos perspectives, dans nos modèles théoriques, ce temps-là, en fait, pour s'approcher? Est-ce qu'on prend la peine aussi de cultiver après ça nos liens? Au-delà des diagnostics, c'est quoi ses besoins? Hein? Peut-être que quelqu'un peut avoir une grosse maladie, mais en fait, elle n'a pas envie de travailler sur sa conso. Ce n'est pas ça qu'elle veut changer. C'est le problème de qui? Ça ne veut pas dire que c'est son problème à elle. Fait qu'on part de son problème à elle. Être attentif à son rythme, à la distance relationnelle qu'elle autorise. Hein? Peut-être que je viens chercher les soins, mais ça ne veut pas dire que j'ai le goût de tout te dire. Ça ne veut pas dire que je suis tout le temps prête à tout partager. C'est correct. En fait, on travaille à partir de là. Puis, moi, j'aime beaucoup penser à la co-construction, c'est-à-dire on est ensemble. Je pense que les professionnels, il faut qu'on fasse preuve d'humilité.
j'arrive pas comme l'expert savant qui va te donner toutes les réponses, mais j'instaure dans mon approche même d'être attentif à comment elle a l'air à vivre ça, les soins de la personne. L'inviter elle-même à en parler, comment ça se passe pour toi? Si les gens ont des questions, des commentaires ou des critiques, de ne pas se mettre sur la défensive, mais d'entendre, en fait, hein? Puis, bien, en fait, ça parle peut-être aussi de la marge. Hein? Bon, tu parles beaucoup de normes depuis tantôt, fait qu'il y a des gens qui ne respectent pas les normes. Fait que nous, est-ce qu'on est capable de faire preuve de tolérance, d'ouverture, puis d'adaptabilité, puis de flexibilité? C'est ça, nous, on le voit vraiment dans nos activités. Ben, tu sais, les gens s'absentent, les gens ne viennent pas. Les gens viennent en retard, les gens viennent le mauvais jour. Ils arrêtent leur suivi parce qu'ils sont ils reviennent. Après, ben, ils aimeraient rester longtemps. Fait que, est-ce qu'on se donne les moyens de respecter ces allers-retours-là et ces besoins-là? Tout ça, c'est des enjeux de rejoindre les gens pour vrai, selon moi. Vous êtes sur les blocs de départ pour participer aussi aux conversations, aux débats. Peut-être on va bientôt passer des micros dans la salle, je pense, pour vous donner la parole, pour réagir. Je pense que tu voulais peut-être réagir, je te voyais prendre des notes. Alors, pendant que vous réfléchissez un peu à ce que vous avez posé des questions précises à des panélistes ou commenter, et puis les panélistes réagiront à vos commentaires, mais je te laisse peut-être réagir à… Oui, je voulais remettre l'emphase sur des choses que mes collègues ont dit, mais je pense que vraiment, le lien, créer le lien, puis je pense que ça se fait en allant vers l'autre, puis pas attendre la crise pour aller vers l'autre, d'essayer d'intervenir précocement. C'est un peu notre leitmotiv. Puis, ce que moi, j'ai retenu, en tout cas, à travers ma carrière, là, ce que les patients nous disent quand ils nous quittent, parce que malheureusement, notre système à nous, il nous force des transitions, là, alors que c'est des gens qui sont déjà traumatisés par les multiples abandons. Mais ce qu'ils nous disent, que ce qui les a aidés, c'est qu'on ne les a pas lâchés, même quand ils nous ont dit non, même quand ils nous ont repoussés, mais qu'on a continué à être là, à distance parfois, des fois un peu plus proche. Et je pense d'être capable de lire au-delà des fois des mots de la crise. Puis la communication là, entre nous, les aidants, la communication en ayant des rencontres de partenaires régulières, là, comme on le fait avec le RIPAGE de nous, mais aussi en faisant des rencontres conjointes avec les gens qu'on essaie d'aider ensemble, en prenant le temps de communiquer. Là, puis je me souviens d'un appel encore, parce que des fois, on a des belles expériences avec les policiers. Une jeune dame que j'étais inquiète, j'avais appelé pour une P38, puis les policiers sont allés, puis ils ne la trouvaient pas bien. J'ai rappelé les policiers pour dire, écoutez, je suis vraiment inquiète. Ils ont dit, bien, écoutez, on est vraiment impressionnés de voir que vous voulez vraiment vous en occuper, parce qu'habituellement, on les amène à l'urgence, puis ils sont renvoyés tout de suite. Fait que je pense que le temps de se parler, puis même avec des gens avec qui, des fois, on a des réticences, parce qu'on n'a pas toujours, nous-mêmes, comme soignants, des bonnes expériences. Fait que je pense que c'est ça, je pense que la communication, c'est vraiment quelque chose d'important, prendre le temps. Il y a quelque chose qui me… On n'utilise plus ça, puis c'est comme un nid, là, mais tu sais, la bienveillance, puis une approche parentale un peu. Tu sais, de dire, je vais t'accueillir de façon inconditionnelle, puis même si tu vas être en crise, puis tout ça, là, ceux qui ont des adolescents, là, il y a quand même quelque chose à un moment donné de ça. Est-ce qu'on a le droit aussi d'avoir une approche parentale, là, d'égal à égal? Je ne sais plus comment… Pendant que vous réfléchissez à ça, c'est ce qu'on doit bannir la parentalité dans les soins institutionnels. Est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires? Oui? Oui. Alors, je vous invite à vous nommer et puis raconter. Salut tout le monde. Moi, c'est Fred Waddell. Je travaille en itinérance depuis à peu près 7 ans et demi. Puis je suis dans la gang en ce moment qui fait du logement d'abord. J'en connais quelques-uns ici. Là. Moi, l'affaire qui me fait capoter là, depuis un bout, là, c'est je trouve que les ressources sont faites pour des gens qui sont conformistes. Puis on parlait de marginalité, mais le mot conformiste n'est pas sorti, puis c'est pour ça que je tenais à le nommer. Surtout les ressources d'hébergement. Il faut se conformer à toutes. On parlait aussi de l'accès. Il faut se conformer aux démarches pour avoir accès à des soins. L'exemple que vous donniez tantôt, il n'est pas assez, puis il est trop. Puis ces gens-là se perdent là-dedans. Ce que j'avais envie de partager comme réflexion avec vous aussi, c'est au niveau de comment rejoindre les gens.
il y a plein de psychopop bonbons partout sur Internet qui vont donner des diagnostics là, de whatever aux gens là, avec une consultation Zoom, whatever. Fait que je me dis, quand on est assis dans un refuge comme intervenant, on est dans un contexte différent. Il y a plein de gens qui vont se confier aux intervenants. Ils vont raconter plein de choses. Puis l'intervenant se retrouve souvent à « Ah, je suis à l'extérieur de mon champ de compétences. J'accueille ta souffrance, ça n'a pas l'air facile ce que tu vis en ce moment. J'espère que le moment que tu vas passer au refuge va être suffisant pour amoindrir toute cette souffrance-là. » Je me dis que si on avait des psys qui étaient comme plus sur le terrain pour accueillir ces témoignages-là, ces récits-là, puis qui pouvaient donner juste un moment pour piquer la curiosité en fait de la personne. Enlever la méfiance aussi. Dire, dans le fond, suite à la conversation que j'ai eue, où est-ce que j'ai déballé mon sac, j'ai fait ça avec une professionnelle de la santé. Cette personne-là, elle m'a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à ça d'un psy ou d'une psy. Peut-être que ce serait l'élément qui ferait comme mais ça me tente d'être mieux. Ça va développer cette curiosité-là pour aller accéder aux soins, puis faire comme OK, je vais être conformiste, là, puis je vais aller faire ce que j'ai à faire pour me rendre dans le 14e étage, je ne sais pas quoi, du CHUM. Fait que voilà la chose. Dernière affaire, je l'avais mis sur ma main pour ne pas l'oublier. Récemment, j'ai participé à une formation sur les traumas complexes. Puis, il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, puis je tenais à vous le dire, le problème, là, je suis d'accord, il faut former les policiers. Ben oui, c'est eux autres qui sont là puis qui répondent. Fine. Mais dans cette rencontre-là, ce qui est sorti de là, c'était que le gouvernement donne l'argent avec l'information qu'ils ont. OK? Fait qu'ils reçoivent plein d'informations. Voici les besoins, voici selon les statistiques, blabla. Mais il y a quelqu'un qui a dit le gouvernement, il n'a pas besoin d'informations, il a besoin d'être formé. Puis à ce moment-là, j'imaginais genre le ministre de je ne sais pas quoi avec la madame de je ne sais pas où, assis dans la même formation que moi, en train de comprendre c'est quoi l'impact des traumas complexes. Vous parliez de gens de l'immigration qui sont en train de vivre la guerre, qui débarquent ici. Là, ils ont tous les autres traumas auxquels ils font face. Fait que voilà. Je pense que le gouvernement, il faut qu'il soit formé aussi pour. C'est tout un travail de psychothérapie intense, hein? Mais absolument. Je suis d'accord avec vous. En fait, il ne faut pas négliger ça parce qu'on a tendance, des fois, en tout cas, moi, c'est ce que j'apprends avec les années, là, à faire beaucoup d'efforts sur le terrain. Puis si on ne convainc pas les décideurs, bien, on continue à être marginaux. Puis c'est correct, là, on peut continuer à vouloir travailler dans la marginalité, mais des fois, pour changer les choses, il faut défendre aussi les droits des gens qu'on veut aider à des plus hautes instances. Fait que je pense que ça prend un peu des deux, puis oui, il faut les former. On peut se partir du point de vue que tout le monde est bienveillant, puis que s'ils ne savent pas vraiment, ils ne peuvent pas vraiment prendre des bonnes décisions. Après ça, il y a toutes sortes d'allégeances politiques, mais on pourrait au moins partir de ce principe-là. Puis j'aimerais ça aussi rebondir sur votre premier commentaire, parce que vous disiez, les psys dans les refuges, là, puis je suis vraiment d'accord avec ça. Mais en même temps, j'aimerais ça, je ne sais pas si je peux solliciter des collègues que je regarde du coin de l'œil, parce que quand j'ai commencé en même temps que lui en 2002, moi, je voulais aller dans les refuges, puis il y en a qui ne m'ont pas accueilli. Je ne voulais pas nécessairement dormir là. Non, mais je fais des farces, mais je vais vous dire un peu ce que j'ai compris, mais quand même relativement tôt, puis je pense que ça m'a servi, c'est qu'il y a des gens qui vont dans certains refuges, puis d'autres qui vont dans d'autres refuges, puis c'est parce qu'ils trouvent refuge à l'endroit qui leur convient. Puis il y a des organismes, nous, là, comme la psychiatrie, là, qui nous accueillent, puis qui veulent qu'on aille là, à tous les jours, là, puis qu'on soit là souvent. Puis il y a d'autres qui ne veulent pas qu'on rentre dans leur territoire. Mais il faut savoir créer des liens entre nous. Puis je pense que cet espace-là de refuge, des fois, où ils n'acceptent pas que les psychiatres aillent ou que d'autres travailleurs sociaux d'institutions viennent, ça permet que les jeunes aient leur... moi, je parle des jeunes, c'est ceux que je connais plus, hein, mais aient leur refuge, puis que ce refuge-là puisse les amener vers nous quand le jeune est prêt. Là. Fait que des fois, c'est dans un lieu physique, des fois, c'est dans une disposition mentale que ça va se produire. Mais en tout cas, moi, j'ai appris à respecter les organismes pour la philosophie qu'il y avait, grâce à Pierre, qui nous a informés de ça. Mais tu sais, pour dire, c'est pas pour rien que c'est comme ça. Ça donne des services à différentes personnes.
Puis c'est ça que tu disais, là, ça prend différents niveaux de services, puis ça prend différents types de services. Puis moi, je ne pense pas qu'il y a des services meilleurs que d'autres. Il y a juste des services qui fitent mieux avec certaines personnes. Mais c'est en travaillant ensemble qu'on réussit à donner au bon moment à la bonne personne le bon service ou les bons services. Hein. Puis il y a une première impression aussi, une première expérience positive, hein, sur le dire, ben, mon Dieu, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus, peut-être j'ai envie d'aller ailleurs et me conformer peut-être pas, mais peut-être Caroline ou Mylène là-dessus, sur le terrain d'une première expérience. Puis je dirais, il y a certainement les psychologues qu'on peut amener sur le terrain, beaucoup plus, ou d'autres, mais aussi, je pense, d'améliorer l'aisance professionnelle ou le confort des intervenants, que je pense qu'ils sont plus formés qu'ils le pensent pour faire des très bonnes interventions en santé mentale. C'est un échafaudage, hein? Et puis, c'est d'avoir une expérience, mon Dieu, j'ai pu parler de ça qui est difficile déjà avec l'intervenant, plutôt que de réprimander sur des aspects parfois très complexes d'un refuge, là, qui sont parfois même violents. Mais sur la première expérience, est-ce que vous auriez, je ne sais pas, des histoires que vous avez eues ou racontées vous regardez? Parce qu'il y a un premier contact. Moi, j'ai envie de dire, en tout cas, sur les personnes qui se confient aux intervenants, puis sur l'écoute des intervenants, qu'il n'y a pas que la thérapie de thérapeutique. Fait que je pense que sur le terrain, en fait, les intervenants offrent un accompagnement d'une qualité que peut-être des fois ils sous-estiment, mais qui est très réel. Nous, en fait, on travaille avec beaucoup d'intervenants, fait que ça arrive souvent aussi qu'on arrive à là, on réfère cette personne-là parce que franchement, je l'accompagne depuis longtemps, puis on en parle beaucoup, mais je me sens un peu dépassée mais après, il y a certainement, on est en complémentarité, puis je pense que les intervenants déjà ont cette contribution-là. Puis, amener des petits sur le terrain, c'est la définition de qu'est-ce qu'on fait. En fait, c'est exactement comment on a monté le programme. J'ai eu la chance d'ouvrir la plupart de nos milieux. Justement, dans un refuge, je n'avais pas vraiment de bureau, fait que j'étais dans le salon des résidents, la porte ouverte. La psy, elle est là les mercredis, les vendredis. Fait que, des personnes qui sont venues pour tester puis faire l'expérience, il y en a eu plein. Certaines qui sont parties après juste une fois, certaines qui ont encore envie de rester à ce jour. Puis je pense que ça a servi à vraiment défaire. En tout cas, pour moi, c'est intéressant dans ton point. C'est comme si tu amenais, on n'a pas beaucoup parlé, mais la stigmatisation de consulter. T'sais, si je vais voir la petite, le monde va penser que je suis fou, ou elle pense-tu que je suis folle si je viens la voir? Fait que c'est sûr qu'en étant présente sur les lieux, tout ça se déconstruit. Il y en avait beaucoup qui viennent rôder. Hey, salut, la petite. Puis là, on se croise un peu, je sais pas, à la cafétéria. Puis là, finalement, elle n'est pas si pire que ça. Puis, je viendrai, ou, viens, je t'emmène mon ami. Fait que c'est-à-dire que la présence, en fait, permet comme un accès et des relations, si on veut, sur place, qui défont plein de barrières intérieures ou extérieures. T'sais. Non. Peut-être je vais laisser Caroline Blanc commenter rapidement, puis on va prendre une autre commentaire, question. J'ai pas beaucoup de choses à dire, mais quand tu disais, tu le fais-tu dans la rue, moi, je trouve que on parle beaucoup de liens, on parle d'accès, mais on ne parle pas de stabilité. Puis avant tout, pour moi, la population avec qui je travaille, que je m'intéresse, puis que je trouve qu'ils ont une résilience assez impressionnante. Mais c'est ça, avant tout l'accès, je pense que c'est la stabilité. Puis s'ils voudraient le faire dans la rue, bien justement, moi, c'était un gros défi, c'est de maintenir mes liens. Parce que les gens qui habitent la rue, ils sont continuellement poussés vers des zones où ils sont isolés, ils perdent des liens, tout ça. Donc, je pourrais renchérir comme ça. Peut-être, ça serait intéressant de voir des psys dans la rue, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est tout le maintien des liens aussi qu'on doit travailler. Puis, à la base, tout humain, c'est la stabilité. Donc, voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Bonsoir, mon nom est France Labelle, je suis directrice du Refuge des jeunes de Montréal. Moi, ça fait depuis 1984, en fait, que je côtoie des personnes, des jeunes en centre jeunesse.
des jeunes femmes en maison d'hébergement, des jeunes au refuge des jeunes et des intervenants, des centaines d'intervenants. Ce soir, j'ai pris beaucoup de notes parce que je vais pouvoir apporter un autre angle. En fait, tout ce qu'on jase depuis... Dans la marge, vous avez pris ça, Diana? Mais dans la marge, j'ai mon petit calepin. Mais la chose qui me frappe aussi ce soir, c'est qu'il y a des... J'ai déjà dit le mot bataillon d'intervenants communautaires qui sont dans la marge, eux aussi, marginalisés auprès d'eux. Puis, au fil des ans, puis je parlais à une ancienne collègue d'un autre organisme communautaire, et on est de plus en plus, à l'instant des personnes auprès de qui on se retrouve, confinées à la marge, confinées à l'impossible, confinées à la violence, confinées à du non-droit, à des non-conversations, discrédibilisées parce qu'on ne dit pas, on ne va pas dans le sens de... donc, on est partenaire, mais on n'est pas dans l'étape de concertation parce qu'on ne va pas dans le bon sens. Alors, donc, la marge s'élargit, s'épaissit, et ça aussi, c'est difficile, de telle sorte aussi que donc, tout ce monde-là se retrouve en détresse, plus ou moins. Puis, alors donc, ce que vous dites est inspirant, mais en même temps, sur le terrain, tout ça se discute toujours, tout le temps. Pas plus tard que cet après-midi, on a eu une réunion d'équipe où on a dû, disons le mot exclure, on a dû exclure 5 jeunes. Pourquoi? Violence, impossibilité, risque de voir des intervenants frappés, violentés, fenêtres brisées. Donc, le désespoir emprunte des chemins qui sont de plus en plus difficiles à contenir. Puis, moi qui ai vu des centaines d'intervenants, je peux vous dire qu'il y a de la bienveillance, de l'humanité, du sens, du lien, mais il y a aussi du désespoir, de la désespérance, de l'impuissance. Alors, puis non, ils ne veulent pas de psychiatre à l'intérieur, mais on a besoin de Malbaki, par exemple. On a besoin de finir par les amener là. Et parfois, je suis obligée de vous dire qu'il y a de la contrainte. Il y a de la contrainte. La fameuse P38, là, à choisir entre ta liberté et ta mort, peut-être que je vais prendre le chemin. Donc, mais c'est extrêmement inspirant. On va retourner en équipe. Je suis avec mon coordonnateur. On va continuer, puis, l'abri, aussi chauffé soit-il, nous pose de grands défis de sécurité. Vaut-il mieux se retrouver mort aux yeux d'un passant qui ne te regarde pas ou dans un abri chauffé? Ça nous a posé des sacrées maudites questions. Et ça, franchement, ça reste une question que je repose. Puis on veut tout, on cherche. On cherche des sacrées solutions pour être de plus en plus dans la marge, aux frettes, dans la souffrance, dans l'impossibilité. Je ne le sais pas. Alors voilà, mais c'est très, très riche. Puis je reviens à mon équipe avec toutes ces réflexions. Merci beaucoup. Merci des commentaires. Vous voulez réagir? Allô? Bon. Je n'étais pas sûre. Bien, je peux rebondir. C'est sûr que c'est choquant parfois quand on sort du cadre. Je suis très consciente de tout ça, dans le sens qu'on essaye de trouver des moyens pour que ça soit moins pire, mais c'est aussi des moyens pour que ces gens-là retissent un lien avec une source de chaleur, avec une stabilité, avec un lien d'appartenance aussi à un endroit. Donc oui, les abris ont quand même fait réagir, font toujours réagir. Moi, actuellement, je travaille sur ce projet-là. Ils sont dans 8 villes. On travaille sur les questions éthiques. On s'est penché sur différentes questions, mais ça reste que c'est toujours moins pire que rien. T'sais. Fait qu'il faut penser que les gens qui habitent la rue, là, ils ne vont pas dans les refuges. Il y en a que ça fait 25 ans qui ont été exclus, qui ont été bannis, puis ils iront plus. Ils n'iront plus, même si on innove en termes de refuge. Et ça, je suis grandement reconnaissante qu'on avance en termes
d'innovation pour les refuges. Les refuges sont davantage 24/7. En tout cas, bref, il y a quand même des mesures éclatées, mais il faut quand même arriver à sortir du lot, même si c'est questionnable parfois, les interventions qu'on a. Donc, je voulais renchérir. J'ai vu que tu prenais ton micro, tu voulais commenter? Il y a une question. Ah, en ligne aussi. Mais j'en veux dire aussi, Médecins du Monde s'intéresse beaucoup au renforcement des capacités, hein, puis au-delà d'un mot magique. Alors, il y a le mettre en capacité les personnes avec un problème de santé mentale, j'ose le mot, mais aussi, et je pense que le dernier commentaire, c'est aussi le renforcement des intervenants. Et on parle d'épuisement ou aussi de rencontrer un peu, là, on est dans la marge. Je ne sais pas si tu as envie de parler aussi de la CASMI ou de jeter un mot. En tout cas, c'est un souci réel aussi de bien accompagner ceux qui accompagnent les gens. Parce que c'est important. Puis j'ai envie de dire que, puis on parle de plaidoyer politique, souvent, les organismes là, sont financièrement dans la marge, sans mauvais jeu de mots. Là, et puis ça, il y a une mauvaise reconnaissance aussi. Et ça, c'est peut-être un problème. Je te passe la parole à qui veut commenter. Alors, et puis on va bientôt conclure. Ah oui, les questions alors. Bien, rapidement, en fait, juste pour rebondir là, sur les interventions, je pense que peut-être que beaucoup de monde ici le savent, mais ça fait plus de 20 ans maintenant, Pierre nous dirait, que Médecins du Monde offre des services aux intervenants. L'idée, c'est aider les gens qui aident les gens. Psychothérapie individuelle, supervision clinique de groupe aussi, qui est d'une richesse. Hein. On a la chance de se déplacer, d'aller dans les organismes, de réfléchir avec eux leur cas. C'est vraiment... super riche. Puis la CASMI, c'est une communauté d'apprentissage en santé mentale itinérante. C'est-tu la 6e année? Donc, une cohorte de 12 à 15 intervenants de toutes sortes d'organismes, en fait, qui se réunissent à chaque année et qui co-construisent ensemble un plan un peu de formation là, puis de journées thématiques d'échanges cliniques sur la santé mentale et l'itinérance. On a des gens qui sont en ligne, qu'on salue d'ailleurs, hein, parce qu'on vous a un peu négligé. On était avec notre groupe ici en présentiel, mais Jessica va nous lire peut-être une ou deux questions même, puis on pourra peut-être répondre en rafale. Oui, en fait, on a une question de Stéphane Deschênes qui travaille pour un organisme de défense des droits en santé de Laval et qui, lui, s'intéresse surtout à la perspective là, de la santé mentale, mais des droits humains, donc droits de la personne. Donc, il aimerait beaucoup entendre votre vision sur le côté juridique de la santé mentale dans une perspective vraiment de droits humains. C'est le levier négligé. Hein? Dans le droit international, là, il n'y a plus de prise, hein? Mais c'est encore un effet ici au Canada. Et puis, dans les sociétés occidentales, utiliser le levier du droit à la santé, droit à des services de santé, droit à des conditions qui favorisent la santé mentale et la santé. Là, je pense qu'il faut ça. Alors, c'est au cœur même du plaidoyer, une activité qui devient principale de Médecins du Monde et de d'autres organisations. Et on essaie il faut changer les lois, en fait, et on part des droits d'individus. Et le gouvernement va bouger quand il y a une poursuite qui lui pend au-dessous du nez. Donc, c'est un réel levier, mais qui a été sous-utilisé, je dirais, dans la dernière décennie. Peut-être, Marcello, vous voulez commenter là-dessus? Comme vous le savez, c'est un sociologue qui le dit, on vit dans des sociétés de droit. On n'a pas le choix. Il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des psychologues. Ça fait partie, dans les droits, ça fait partie. Dans tous les pays du monde, il y a des lois semblables à la P38. Parfois, on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui a énormément d'expérience, entre la mort et la P38, je préfère la P38. Et entre la mort de quelqu'un d'autre, parce qu'il y a parfois la P38 intervient dans des... ce qui est le plus grand problème des violences peut-être entre les disputes d'ordre conjugal. Donc, c'est très compliqué et il faut qu'il y ait un cadre juridique. On peut pas, il faut le travailler, il faut ne pas se laisser entraîner par, parfois on voit je ne vais pas donner un nom, mais parfois on voit des psychiatres à la télé qui profitent d'un cas malheureux pour dire qu'il faut renforcer les cadres juridiques. Et tout en sachant que ce n'est pas la solution. La loi ne guérit personne.
La loi, c'est quand il n'y a pas autre chose qui fonctionne. Et l'autre volet, il y a la P38 pour les situations en danger qui ont un lien avec la santé mentale, mais il y a toute la question des autorisations judiciaires de soins, c'est-à-dire est-ce qu'on doit obliger quelqu'un à prendre un médicament s'il ne veut pas le faire. Et quand vous regardez les dispositifs tels qu'ils fonctionnent réellement dans la pratique, une audience avec un juge de la Cour supérieure qui est devant une personne qui prend des médicaments psychiatriques lourds, qui est dans un hôpital, qui est mal habillé, qui est un peu étourdi. Et quand vous voyez comment ça se passe, vous avez les médecins traitants, qui en général, les médecins psychiatres sont tous brillants et toutes brillantes. Donc, quand il y a le plaidoyer d'un côté du psychiatre, la médecin traitante, et le plaidoyer de la personne, les juges n'hésitent pas. 95% des fois, c'est accordé l'autorisation judiciaire de soins. Donc, il y a un déséquilibre. Je pense que toi, tu avais parlé un petit peu de... Et tout le monde a ses raisons. Il faudrait que, même s'ils sont formulés dans l'angoisse, dans les tremblements de voix parfois, il faut qu'ils soient écoutés. Et il y a ce déséquilibre de savoir un juge de la Cour supérieure qui est devant ça, et s'il y a un psychiatre traitant qui dit qu'il y a un risque de suicide, aucun juge va dire je crois à la personne qui va vivre avec ce risque-là. Donc ça, c'est statistique. On a fait des études là-dessus. Et il n'y a pas manière, c'est-à-dire, ce n'est pas un vrai procès, ce n'est pas une loi, c'est une loi, mais ce n'est pas un vrai procès parce que le déséquilibre est tellement fort qu'il n'y a pas manière de faire valoir ces arguments. Et parfois, des personnes qui ont énormément de problèmes dans leur vie préfèrent de vivre avec un certain nombre de risques que d'être étourdis par des médicaments qui font prendre du poids, qui font se sentir qui ne sont pas eux-mêmes ou elles-mêmes. Donc, l'humanisation de ces deux cadres juridiques, P38 et autorisation judiciaire des soins, il faut qu'ils soient très attentifs parce qu'il est plus facile de... On le voit souvent quand il y a un cas comme les cas du giroir à Québec, on profite d'une situation qui est très marginale, dont les dimensions de santé mentale sont très discutables. On ne sait même pas, on discutait tout à l'heure si un trouble de personnalité est vraiment un problème de santé mentale ou autre chose. Donc, c'est une discussion. Donc, on ne peut pas essayer de régler les problèmes à coup de lois et de règlements parce que ça ne règle absolument rien. Ça existe dans tout, mais les droits, ça ne règle pas la santé mentale. Et certainement, le juge aussi, par Zoom, va écouter davantage ce qui est écrit sur les feuilles de demande de garde provisoire ou de garde préventive que d'écouter la personne. Ça, on peut le voir aussi. Nadia Pollard, directrice Médecins du Monde Canada. C'est tellement bien, merci. Je voulais juste vous remercier aux personnes en ligne aussi. Il y a beaucoup de membres qui nous écoutent ce soir de Médecins du Monde, des bénévoles, des employés, des partenaires. On est très heureux, c'est notre 25e anniversaire, je pense que tu l'as dit en entrée de jeu, de pouvoir faire le premier événement en présentiel. Et ce qui est le fun avec le présentiel, c'est de vous dire un grand merci, de vous regarder dans les yeux, pas à travers Zoom. C'était très intéressant. Très Médecins du Monde, parce qu'on a discuté, on a échangé, et puis des fois on n'était pas d'accord, c'est parfait, on adore ça. Et peut-être pour vous dire, on peut continuer la discussion. Je m'excuse pour ceux qui sont sur Zoom, parce qu'eux, ils ne pourront pas, ou sur Facebook, mais nous, on va tous pouvoir prendre un verre et manger une petite bouchée. Alors, vous êtes les bienvenus pour rester, et puis merci pour votre présence et vos questions et le travail que beaucoup d'entre vous faites. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais remercier les panélistes, moi aussi. Je n'étais pas capable de lire le dire que c'était terminé, j'imagine. Alors, j'arrête. 4 mots: accueil, relation, temps, stabilité, qui sont, dans le fond, émanés de la sagesse, un peu des mots ici, qui vont être certainement des éléments importants pour construire un meilleur monde pour bien accueillir la santé mentale. Merci à tous nos panélistes. Merci à vous d'être présents. Merci aux gens à la maison. À bientôt.